Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait L'homme qui rit de Victor Hugo, épisode numéro 7 si je ne m'abuse sur cette œuvre. Et aujourd'hui, nous lirons le livre deuxième de la deuxième partie. Pour être précis, je ne sais pas si on va lire une partie du livre deuxième ou le livre deuxième dans son intégralité, parce qu'il y a beaucoup de pages et ça risque de faire un live très très long, donc on avisera au fur et à mesure de l'émission, j'en reparlerai. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, je vous encourage à jeter un œil à la barre de lecture de votre vidéo, puisque vous pourrez vous rendre compte qu'il existe un chapitrage sur ces vidéos, et donc vous pourrez très facilement aller où bon vous semble, vous pourrez très facilement repérer le chapitre qui vous intéresse, vous pourrez très facilement passer l'introduction et les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, ou peut-être comment dire, utiliser cela pour vous faire un petit marque-page, parce que c'est vrai que mes vidéos sont longues, si ce n'est très longues, ce qui fait que c'est pas toujours évident de les faire, de les écouter en une fois. Donc voilà, je suppose que beaucoup d'entre vous regardent mes rediffusions en plusieurs parties. Donc voilà, peut-être que ça peut vous servir un petit peu de marque-page de vous dire « Ah, je me suis arrêté à tel chapitre de tel livre, de telle partie. » Bref, surtout que, je le répète, pour ces lectures en particulier, voilà, pour cette lecture en particulier de L'homme qui rit de Victor Hugo, c'est un peu compliqué, la structure du roman est très complexe, il y a beaucoup de parties, beaucoup de chapitres, beaucoup de sous-chapitres, donc c'est un beau bordel. Normalement, si vraiment vous comprenez rien, normalement vous regardez les vidéos dans l'ordre, vous regardez les chapitrages dans les barres de lecture des vidéos, ou vous regardez les timecodes dans la description de la vidéo, et vous comprendrez tout, pas de soucis. Sur ce, comme d'habitude, eh bien cette vidéo est enregistrée en live, et je me dois d'animer ce live, et c'est avec un grand plaisir que je le fais d'ailleurs. Et donc je rejoins tout de suite mes viewers. Bonsoir à tous, merci d'être là, ça fait plaisir. Bonsoir Petit Poulpe Dissident, Jumpy, Zactael, l'écoute aux portes. Ça me fait hyper plaisir cet accueil chaleureux dès le début du live comme ça. Merci beaucoup à tous d'être là. J'espère que vous allez bien. Et puis j'espère que vous me regardiez en live ou en rediffusion, vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Je vous le souhaite en tout cas, et je vous souhaite la bonne santé. Oh, tant d'amour sur le chat, ça fait très plaisir. Vilain Twitch, j'ai pas eu la musique d'intro, me voilà perturbé dans mes petites habitudes. Ah, pourtant je l'ai mise, hein, la musique d'intro. Alors ça, si vous me regardez sur YouTube, vous l'entendez pas parce que je le coupe. Mais je mets un petit écran de pause avant le live avec ma musique d'intro, etc. Mais ouais, c'est bizarre parce que je l'ai mise. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois, grosso modo, ça fait un cycle complet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans les intros de mes lives, je passe... Alors, je passe dans quel ordre? Je crois que je commence par Silence. Donc c'est une musique que j'ai composée du temps où j'avais un groupe qui se nommait Heather. Ensuite, je crois que je passe My Future Me Will Say Thanks, à une compo perso pour mon nouvel album. Et ensuite, je crois que je passe Rose, pareil, de mon nouvel album. Donc voilà, et en général, il y a une petite pause ensuite de 30 minutes, un truc comme ça, 30 minutes à peu près. 30 secondes à peu près. Le temps que, voilà, que je mette en pause la musique, que je l'enlève, que je me tienne bien, que je respire et que je me dise ok, tu vas gérer ce soir, vas-y, let's go. Bref. Ah, ok, ça a bugué Jumpy, ok, étonnant. En tout cas, Petit Poulpe Dissident qui s'abonne. Mais t'étais pas déjà abonné? Attends, mais si, t'étais déjà abonné, Petit Poulpe Dissident. Du coup, tu te retrouves abonné depuis 2 mois. Oh, c'est incroyable. Oh, et en plus, du coup, tu arbores un nouveau badge, le badge des 2 mois, que j'ai travaillé il y a à peine quelques jours. Oh, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup, Petit Poulpe Dissident, pour ton sub. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir que tu rempiles, ça me fait sourire. C'est très gentil. Si, mais c'était la fin. Déjà, j'ai l'impression que tu t'es abonné il y a 2 jours, quoi, c'est fou. Le temps file à une vitesse. Oh, je vous raconte pas, les amis, c'est dingue. Mais en tout cas, merci beaucoup, Petit Poulpe Dissident. D'ailleurs, j'en profite très rapidement pour remercier les gens qui m'ont follow pendant que j'étais en off.
Il y avait Danify ou Danify, je sais pas comment prononcer le pseudo, désolé, que j'ai croisé chez l'ami Cora. En tout cas, merci d'avoir follow. Et merci également à Mad21. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc franchement, merci à tous. Là, en ce moment, vous régalez. Hein. En ce moment, franchement, l'ambiance sur les lives est vraiment putain d'agréable. Parce que vous êtes super bienveillants. Tout le monde se parle super bien dans le chat. Ça crée un microcosme comme ça, hyper confortable, hyper sympathique. C'est vraiment génial. Du coup, dans cette introduction, j'ai pas forcément grand chose à vous dire. À ceci près que, comme je le disais, le livre deuxième est ultra long. 60 pages, considérant que je mets environ 2 minutes et demie par page à peu près, si je dis pas de bêtises. 2 minutes, 2 minutes et demie, ça varie selon qu'il y ait des dialogues ou des grosses descriptions, on va dire. Donc, ça fait très long, parce qu'il y a les pauses, parce que voilà, je dois reposer ma voix, je peux pas lire straight 2 heures comme ça, enfin c'est un bordel. Donc, lire les 60 pages ce soir, ça me semble infaisable, sauf si on prend 2h30, 3 heures de live et que je fais des pauses très courtes et que je me relance très vite, etc. Ça me semble très compliqué et j'ai la gorge assez fatiguée toujours, donc je sais pas si c'est vraiment une bonne solution. Mais en même temps, moi, ça m'emmerde profondément de diviser des unités de sens. C'est-à-dire que là, le livre deuxième a un sens parce qu'il est le livre deuxième. Donc du coup, ça m'emmerde de séparer le livre deuxième en deux parties. En plus, ça devient plus confus ensuite sur les rediffusions, sur quel épisode il faut suivre, etc. Peut-être pour vous, je sais pas trop. Mais du coup, c'est vrai que ça m'emmerde. Et en même temps, et en plus, je me dis, bah du coup, ça ferait 2 épisodes de 30 minutes. Et pour le coup, à contrario, enfin de 30 pages, pardon. Et pour le coup, à contrario, des épisodes où je lis 30 pages, bah dans 1h20, on peut avoir fini, quoi. Donc, je me tâte. J'avoue que j'ai pas la solution pour ce soir. Je sais pas comment découper parce que vraiment, ça tombe tout pile mal, si je puis dire. Ça tombe vraiment tout pile. 60 pages, c'est vraiment le truc qui me pose problème sur cette œuvre, en tout cas. Parce que d'après les lives précédents, bah, j'ai aucune découpe qui fonctionne, quoi. Deuxième partie, livre deuxième, première partie suivie de deuxième partie, livre deuxième, deuxième partie. Ouais, mais c'est un peu ça, Jumpy. J'ai peur qu'à force ça soit illisible et que ça devienne trop compliqué dans ce sens-là. Donc j'ai un peu du mal à savoir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aviser. Je pense que je vais lire. Et que selon ma fatigue, selon mon avancée dans le live aussi, on lira ou on ne lira pas. Je pense que ce sera le plus facile. Avec des 1,5 et des 2,2. Bah pareil, je sais pas si ça perd pas plus les gens qu'autre chose au final. Enfin, je sais pas trop. Après, je me dis, en soi, il suffit de lire la playlist dans l'ordre et voilà, normalement tu te perds pas. Normalement, je fais ça bien. Mais je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'on va faire. En tout cas, j'ai hâte d'y retourner. Mais avant qu'on y retourne, je voulais simplement revenir sur 2 petites choses que je vais passer en revue très rapidement. Les rideaux rendent bien. Oui, déjà je voulais parler de ça. Bon bah 3 petites choses. Oui, merci Jumpy. En effet, vous voyez que j'ai apporté la touche finale au changement de ma décoration, puisque bye bye les rideaux vieillots jaunes qui font vieillots, qui font jaune pisse, ce que vous voulez, bref. C'est terminé. C'est terminé. Ces rideaux n'existent plus. Bon, ils sont juste derrière ce rideau-là, mais on oublie leur existence. Et du coup, bah, je sais pas si ça rendra mieux en termes de lumière. Encore une fois, je sais pas si c'est un changement suffisamment significatif pour que vraiment ça m'éclaire mieux, etc., etc. Parce que bon, c'est quand même assez loin derrière moi, etc. Toutefois, j'ai l'impression que ça fait plus propre. Moi perso, je préfère avoir ce rideau là derrière moi que les rideaux précédents. Donc, si vous avez des retours là-dessus, pareil, je prends comme d'habitude. Mais voilà, je suis très content de ce petit ajout et c'est à peu près le dernier ajout que j'avais en tête concernant la décoration de mes lives, en tout cas dans un premier temps. Là, je vais plutôt m'apesantir sur du matériel, donc c'est-à-dire un deuxième écran et une caméra, ce dont je vous parle depuis très longtemps. Mais là, la commande approche. Normalement, semaine prochaine, je passe la commande. J'ai pas de boulot, du coup, c'est chouette, continuer.
Ah oui, d'accord, j'ai compris, parce que tu es modo et que Zactael a dit qu'on a la commu qu'on mérite. Ah, bah, c'est très gentil, Zactael, merci beaucoup, arrête de me flatter comme ça. Un petit poulpe dissident qui me demande si mon ordi va mieux. Je n'ai pas de signe pour, je n'ai pas de signe contre. Je sais pas dire s'il va mieux. Et je sais pas dire s'il va mieux, je sais pas dire s'il va pire. Mais oui, malheureusement, et j'en suis désolé, j'y peux rien malheureusement. On a encore eu un live, en plus encore de Sherlock Holmes, coupé en deux ce mercredi, puisque mon PC a crash pendant la session. Je vous avoue que j'ai un peu peur de ce que peut faire mon PC là. Si die maintenant, je suis un peu dans la merde. Donc voilà, ça fait un peu chier. J'essaie de faire au mieux, mais voilà. J'essaie de surveiller, on va dire. Et que voulais-je dire? Oui, du coup, les deux autres petites choses sur lesquelles je voulais y revenir très rapidement. Simplement vous resignaler que demain, il y a une émission, ça me rappelle une histoire. Ça arrive que toutes les 2 semaines, et c'est un petit peu une émission que j'ai envie de mettre en exergue comme ça, sur un piédestal. Donc voilà, je vous le reprécise. Demain, 21h, donc samedi 21h, une semaine sur deux, il y a une émission, ça me rappelle une histoire. Demain, le thème, c'est fantastique. Et demain, je vous préviens d'avance, ces derniers temps, vous avez vu que j'ai commencé à mettre en place des happenings, des petites mises en scène, etc. Demain, je vous préviens pour pas que vous soyez déçus. Demain, rien de tout cela. Demain, ça sera un peu retour aux sources. Ça sera Classico del Madrido. Ça sera moi devant vous, en train d'improviser une histoire comme si c'était un souvenir, à partir des recommandations que vous me ferez dans le chat, grâce au point de chaîne Les Particules de Rêve. Voilou. Donc ça, c'est le programme de demain. Je tenais à vous le resignaler, parce que j'ai besoin de vous sur ce concept pour que ça fonctionne bien et pour que ce soit intéressant. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que on a enfin fait le premier jet des lives de musique. Ça y est, c'est fait. J'en ai parlé pendant je ne sais combien de temps. Cette fois-ci, c'est passé, c'est fait. Mercredi soir à 21h, j'ai fait un live, un bon live en plus de 3 heures, 4 heures quasiment, de musique. On a fait de tout. On a fait de tout. On a fait des réglages, beaucoup au début. Ensuite, on a fait de la guitare. On a fait de la guitare plus chant. On a fait du chant a cappella. On a fait un genre de blind test où je jouais ce qui me passait par la tête et que vous deviez retrouver le plus rapidement ce que c'était. Donc voilà, il y a vraiment... on a vraiment fait un peu de tout et surtout ce qui me passait par l'esprit. Et je tenais à vous remercier parce que bah forcément j'étais un peu stressé, j'étais un peu traqué si on peut dire. Ça se dit pas, je déteste les gens qui emploient le verbe traquer alors que ça n'existe pas. Bref, j'avais le track. Enfin si, ça existe traquer, mais ça veut pas dire la même chose. Bref, j'avais le track et franchement vous avez été ultra bienveillants, vous avez été ultra sympathique avec moi et ça m'a rendu de plus en plus à l'aise et j'ai été vraiment à l'aise au point que j'étais en mode bon vas-y je fais n'importe quoi, je fais ce que je veux. C'est pour ça que je me suis permis de chanter a cappella, etc. C'était pour faire davantage de tests aussi, pour voir ce que supportait ou non mon micro, comment ça réagissait, etc. Mais c'était aussi tout simplement parce que je me sentais à l'aise avec vous et que j'étais en mode, bah vas-y, no care, je fais ce que je veux. Donc franchement, j'ai pris un gros kiff et c'était très agréable ce live pour moi. Et comme je l'ai souvent dit, ce n'est que le premier d'une longue série puisque c'est un nouveau type de live qui arrive sur la chaîne. C'est-à-dire que ce ne sont pas des lives destinés à être rediffusés sur YouTube, c'est des lives qui sont... et c'est pas des lives aussi qui sont destinés à avoir un créneau fixe. C'est-à-dire que c'est des lives beaucoup plus libres, beaucoup plus chill, bruts, qui vont avoir lieu ponctuellement, quand j'en aurai envie, sous le coup de la motivation, sous le coup de l'envie, et ça pourra autant être du chant, que de la guitare, que les deux ensemble, que du pad, ouais c'est vrai que j'ai fait du pad aussi, que du pad ou du pad plus chant, enfin voilà, il y a tout un tas de combinaisons qui peuvent arriver, c'est incroyable. Et aussi ce que j'aimerais que ça soit à l'avenir, ça serait par exemple l'apprentissage de chansons. Donc c'est à dire que là la dernière fois vraiment je me suis mis à l'arrache, j'ai joué tout ce qui me passait par la tête, etc. Mais il est possible que j'ai certains objectifs pour certains des lives à venir, comme d'apprendre une chanson à la guitare, apprendre une chanson au chant, apprendre une chanson à la basse, au pad, j'en sais rien. Et donc voilà, ça va être vraiment diversifié, varié.
mais autour de la musique. Parfois je vais juste jouer comme ça ce qui me vient, parfois je vais peut-être même composer, qui sait, parfois faire des covers, enfin voilà, il y a absolument de tout qui est possible. Et donc ça c'est un petit peu aussi un préambule au live de mini-concerts qui arriveront plus tard dans l'année. Voilou. D'ailleurs dans ce même créneau, entre guillemets, dans ce même concept de live plus à l'arrache, il faut vous attendre à voir, je l'espère bientôt, des lives d'illustration pardon, pour mon jeu de société. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dessus, il faut que je retrouve la motivation. Et une fois que j'aurai mon nouveau matos, ça devrait être beaucoup plus facile parce que pour le moment, les lives d'illustration, c'était un peu compliqué à mettre en place. J'avais pas suffisamment de ports USB et du coup, il fallait que je dirige avec le pad de mon PC, c'était compliqué. Enfin bon, bref. Bien agréable ce temps musique, faut continuer. Ah, merci beaucoup l'écoute aux portes, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, ouais, bah, c'est ce que je disais, mais vous avez été vraiment nombreux au rendez-vous et très agréable avec moi, donc c'était vraiment cool, merci beaucoup. Yo Zikael, bienvenue, comment vas-tu Zikael? Ça va bien, ça s'éclate par ici? Le mec dit n'importe quoi. Moi ça va bien, merci de demander. Et on va pouvoir se lancer dans la lecture, je pense, sans plus attendre. Parce que ça fait déjà pas mal de temps. Ça fait déjà pas mal de temps que je me suis lancé dans cette introduction, n'est-ce pas? Donc il est peut-être temps d'arrêter de bavarder. Je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Je vais repréciser que je ne sais plus si je disais Ursus ou Ursus. Je pense que à l'oral, ce qui est le plus facile à dire selon tous les types de phrases, c'est Ursus. Donc je risque de repartir sur Ursus naturellement. Même s'il me semble qu'au tout début je disais Ursus. Je sais plus trop. Bref, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va a priori retrouver certains personnages. Je n'en dis pas plus. La dernière fois, on était parti sur vraiment d'autres considérations, d'autres personnages. On a fait la connaissance de Josiane, de la reine Anne, de Barkilphedro. Donc voilà, vraiment des choses très différentes. Une fresque historique un petit peu. Enfin voilà, beaucoup de choses différentes. Aujourd'hui, on repart encore totalement sur autre chose. Vous avez remarqué que d'un livre à l'autre, en général, il y a un grand gap. Et c'est encore le cas. Bref, je vous spoil pas trop, je vous souhaite à tous une bonne écoute, comme je le disais, je ferai des pauses quand je sens que ma voix a besoin de repos, et je mettrai fin à ce live de la même manière quand je sentirai que j'en peux plus. Voilou, du coup si je veux lire la moitié, ça serait genre page 353 si j'ai pas de conneries. Ouais, ça serait à peu près ça quoi. Ok. Attendez, je réfléchis. Attendez, parce que là, je me dis que je me trompe peut-être dans les pages, en fait. Ça me paraît peu. Tandé, il y a quelque chose qui déconne. Livre 4ème, mince. Ah bah en fait, j'ai peut-être raison, alors. Ça balance pas mal à Paris. Ah, voilà. 381. 3. Ouais, non, c'est bien ça. Si je lis jusque-là, j'ai lu 30 pages. Ok. On va voir si je lis que 30 pages ou 60 et que je... On va voir si je me préserve ou pas, quoi, grosso modo. Bref, je vous souhaite à tous une bonne écoute, petit poulpe dissident, Zikael, Jumpy, l'écoute aux portes, Zactael également. Je pense avoir cité tout le monde, à peu près. Désolé à ceux que j'aurais pas cités, je suis désolé, je fais de mon mieux pour oublier personne. Bonne écoute aussi à ceux qui me regardent dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la pause. Livre 2ème. Gwynplaine et Dea. 1. Où l'on voit le visage de celui dont on n'a encore vu que les actions. La nature avait été prodigue de ses bienfaits envers Gwynplaine. Elle lui avait donné une bouche s'ouvrant jusqu'aux oreilles, des oreilles se repliant jusque sur les yeux, un nez informe fait pour l'oscillation des lunettes de grimacier, et un visage qu'on ne pouvait pas regarder sans rire. Nous venons de le dire, la nature avait comblé Gwynplaine de ses dons. Mais était-ce la nature? Ne l'avait-on pas aidé? 2 yeux pareils à des jours de souffrance, un hiatus pour bouche, une protubérance camuse avec 2 trous qui étaient les narines, pour face un écrasement, et tout cela ayant pour résultante le rire.
Il est certain que la nature ne produit pas toute seule de tels chefs-d'œuvre. Seulement, le rire est-il synonyme de la joie? Si en présence de ce battleur, car c'était un battleur, on laissait se dissiper la première impression de gaieté, et si l'on observait cet homme avec attention, on y reconnaissait la trace de l'art. Un pareil visage n'est pas fortuit, mais voulu. Être à ce point complet n'est pas dans la nature. L'homme ne peut rien sur sa beauté, mais peut tout sur sa laideur. D'un profil hottentot, vous ne ferez pas un profil romain, mais d'un nez grec, vous pouvez faire un nez kalmouk. Il suffit d'oblitérer la racine du nez et d'épater les narines. Le bas latin du Moyen-Âge n'a pas créé pour rien le verbe dénasarer. Gwynplaine, enfant, avait-il été assez digne d'attention pour qu'on s'occupât de lui au point de modifier son visage? Pourquoi pas? Ne fût-ce que dans un but d'exhibition et de spéculation. Selon toute apparence, d'industrieux manieurs d'enfants avaient travaillé cette figure. Il semblait évident qu'une science mystérieuse, probablement occulte, qui était à la chirurgie ce que l'alchimie est à la chimie, avait ciselé cette chair, à coup sûr dans le très bas âge, et créé, avec préméditation, ce visage. Cette science, habile aux sections, aux obtusions et aux ligatures, avait fendu la bouche, débridé les lèvres, dénudé les gencives, distendu les oreilles, décloisonné les cartilages, désordonné les sourcils et les joues, élargi le muscle zygomatique, estompé les coutures et les cicatrices, ramené la peau sur les lésions, tout en maintenant la face à l'état béant, et de cette sculpture puissante et profonde était sorti ce masque, Gwynplaine. On ne naît pas ainsi. Quoi qu'il en fût, Gwynplaine était admirablement réussi. Gwynplaine était un don, fait par la providence à la tristesse des hommes. Par quelle providence? Y a-t-il une providence démon comme il y a une providence Dieu? Nous posons la question sans la résoudre. Gwynplaine était saltimbanque. Il se faisait voir en public. Pas d'effet comparable au sien. Il guérissait les hypocondries rien qu'en se montrant. Il était à éviter pour des gens en deuil, confus et forcés, s'ils l'apercevaient, de rire indécemment. Un jour, le bourreau vint, et Gwynplaine le fit rire. On voyait Gwynplaine, on se tenait les côtes, il parlait, on se roulait à terre. Il était le pôle opposé du chagrin. Spleen était à un bout, et Gwynplaine à l'autre. Aussi était-il parvenu rapidement, dans les champs de foire et dans les carrefours, à une fort satisfaisante renommée d'homme horrible. C'est en riant que Gwynplaine faisait rire. Et pourtant il ne riait pas. Sa face riait, sa pensée non. L'espèce de visage inouï que le hasard ou une industrie bizarrement spéciale lui avait façonné riait tout seul. Gwynplaine ne s'en mêlait pas. Le dehors ne dépendait pas du dedans. Ce rire qu'il n'avait point mis sur son front, sur ses joues, sur ses sourcils, sur sa bouche, il ne pouvait l'en ôter. On lui avait à jamais appliqué le rire sur le visage. C'était un rire automatique, et d'autant plus irrésistible qu'il était pétrifié. Personne ne se dérobait à ce rictus. Deux convulsions de la bouche sont communicatives, le rire et le bâillement. Par la vertu de la mystérieuse opération probablement subie par Gwynplaine enfant, toutes les parties de son visage contribuaient à ce rictus, toute sa physionomie aboutissait, comme une roue se concentre sur le moyeu. Toutes ses émotions, quelles qu'elles fussent, augmentaient cette étrange figure de joie, disons mieux, l'aggravaient. Un étonnement qu'il aurait eu, une souffrance qu'il aurait ressentie, une colère qui lui serait survenue, une pitié qu'il aurait éprouvée, n'eussent fait accroître cette hilarité des muscles. S'il eût pleuré, il eût ri. Et, quoi que fît Gwynplaine, quoi qu'il voulût, quoi qu'il pensât, dès qu'il levait la tête, la foule, si la foule était là, avait devant les yeux cette apparition, l'éclat de rire foudroyant. Qu'on se figure une tête de méduse gaie. Tout ce qu'on avait dans l'esprit était mis en déroute par cet inattendu, et il fallait rire. L'art antique appliquait jadis au fronton des théâtres de la Grèce une face d'airain joyeuse. Cette face s'appelait la comédie. Ce bronze semblait rire et faisait rire, et était pensif. Toute la parodie, qui aboutit à la démence, toute l'ironie, qui aboutit à la sagesse, se condensait et s'amalgamait sur cette figure. La somme des soucis, des désillusions, des dégoûts et des chagrins se faisait sur ce front impassible et donnait ce total lugubre, la gaieté. Un coin de la bouche était relevé, du côté du genre humain, par la moquerie, et l'autre coin, du côté des dieux, par le blasphème.
Les hommes venaient confronter à ce modèle du sarcasme idéal l'exemplaire d'ironie que chacun a en soi, et la foule sans cesse renouvelée autour de ce rire fixe se pâmait d'aise devant l'immobilité sépulcrale du ricanement. Ce sombre masque mort de la comédie antique, ajusté à un homme vivant, on pourrait presque dire que c'était la Gwynplaine. Cette tête infernale de l'hilarité implacable, il l'avait sur le cou. Quel fardeau pour les épaules d'un homme, le rire éternel. Rire éternel. Entendons-nous et expliquons-nous. À en croire les manichéens, l'absolu plie par moments, et Dieu lui-même a des intermittences. Entendons-nous aussi sur la volonté. Qu'elle puisse jamais être tout à fait impuissante, nous ne l'admettons pas. Toute existence ressemble à une lettre que modifie le post-scriptum. Pour Gwynplaine, le post-scriptum était ceci. Force de volonté, en y concentrant toute son attention, et à la condition qu'aucune émotion ne vînt le distraire et détendre la fixité de son effort, il pouvait parvenir à suspendre l'éternel rictus de sa face et à y jeter une sorte de voile tragique. Et alors, on ne riait plus devant lui, on frissonnait. Cet effort, Gwynplaine, disons-le, ne le faisait presque jamais, car c'était une fatigue douloureuse et une tension insupportable. Il suffisait d'ailleurs de la moindre distraction et de la moindre émotion pour que, chassé un moment, ce rire, irrésistible comme un reflux, reparut sur sa face, et il était d'autant plus intense que l'émotion, quelle qu'elle fût, était plus forte. À cette restriction près, le rire de Gwynplaine était éternel. On voyait Gwynplaine, on riait. Quand on avait ri, on détournait la tête. Les femmes surtout avaient horreur. Cet homme était effroyable. La convulsion bouffonne était comme un tribut payé. On la subissait joyeusement, mais presque mécaniquement. Après quoi, une fois le rire refroidi, Gwynplaine, pour une femme, était insupportable à voir et impossible à regarder. Il était du reste grand, bien fait, agile, nullement difforme, si ce n'est de visage. Ceci était une indication de plus parmi les présomptions qui laissaient entrevoir dans Gwynplaine plutôt une création de l'art qu'une œuvre de la nature. Gwynplaine, beau de corps, avait probablement été beau de figure. En naissant, il avait dû être un enfant comme un autre. On avait conservé le corps intact et seulement retouché la face. Gwynplaine avait été fait exprès. C'était là du moins la vraisemblance. On lui avait laissé les dents. Les dents sont nécessaires au rire. La tête de mort les garde. L'opération faite sur lui avait dû être affreuse. Il ne s'en souvenait pas, ce qui ne prouvait point qu'il ne l'eût pas subi. Cette sculpture chirurgicale n'avait pu réussir que sur un enfant tout petit, et par conséquent ayant peu conscience de ce qui lui arrivait, et pouvant aisément prendre une plaie pour une maladie. En outre, dès ce temps-là, on se le rappelle, les moyens d'endormir le patient et de supprimer la souffrance étaient connus. Seulement, à cette époque, on les appelait magie. Aujourd'hui, on les appelle anesthésie. Outre ce visage, ceux qui l'avaient élevé lui avaient donné des ressources de gymnaste et d'athlète. Ses articulations, utilement disloquées et propres à des flexions en sens inverse, avaient reçu une éducation de clown et pouvaient, comme des gonds de porte, se mouvoir dans tous les sens. Dans son appropriation au métier de saltimbanque, rien n'avait été négligé. Ses cheveux avaient été teints couleur d'ocre une fois pour toutes, secret qu'on a retrouvé de nos jours. Les jolies femmes en usent, ce qui en les disait autrefois est aujourd'hui jugé bon pour embellir. Gwynplaine avait les cheveux jaunes. Cette peinture des cheveux, apparemment corrosive, les avait laissés laineux et bourrus au toucher. Ce hérissement fauve, plutôt crinière que chevelure, couvrait et cachait un profond crâne fait pour contenir de la pensée. L'opération quelconque, qui avait ôté l'harmonie au visage et mis toute cette chair en désordre, n'avait pas eu prise sur la boîte osseuse. L'angle facial de Gwynplaine était puissant et surprenant. Derrière ce rire, il y avait une âme, faisant comme nous tous un songe. Du reste, ce rire était pour Gwynplaine tout un talent. Il n'y pouvait rien, et il en tirait parti. Au moyen de ce rire, il gagnait sa vie. Gwynplaine, on l'a sans doute déjà reconnu, était cet enfant abandonné, un soir d'hiver sur la côte de Portland, et recueilli dans une pauvre cahute roulante à Weymouth. 2. Dea. L'enfant était à cette heure un homme. 15 ans s'étaient écoulés. On était en 1705. Gwynplaine touchait à ses 25 ans. Ursus avait gardé avec lui les deux enfants. Cela avait fait un groupe nomade.
Ursus et Homo avaient vieilli. Ursus était devenu tout à fait chauve, le loup grisonné. L'âge des loups n'est pas fixé comme l'âge des chiens. Selon Molin, il y a des loups qui vivent 80 ans, entre autres le petit Coupara, Cavievorus, et le loup odorant, Canis nubilis de Say. La petite fille trouvée sur la femme morte était maintenant une grande créature de 16 ans, pâle, avec des cheveux bruns, minces, frêles, presque tremblante à force de délicatesse et donnant la peur de la briser, admirablement belle, les yeux pleins de lumière, aveugle. La fatale nuit d'hiver qui avait renversé la mendiante et son enfant dans la neige avait fait coup double. Elle avait tué la mère et aveuglé la fille. La goutte sereine avait à jamais paralysé les prunelles de cette fille, devenue femme à son tour. Sur son visage, à travers lequel le jour ne passait point, les coins des lèvres tristement abaissés exprimaient ce désappointement amer. Ses yeux, grands et clairs, avaient cela d'étrange qu'éteint pour elle, pour les autres ils brillaient. Mystérieux flambeaux allumés n'éclairant que le dehors. Elle donnait de la lumière, elle qui n'en avait pas. Ses yeux disparus resplendissaient. Cette captive des ténèbres blanchissait le milieu sombre où elle était. Du fond de son obscurité incurable, de derrière ce mur noir qu'on nomme la cécité, elle jetait un rayonnement. Elle ne voyait pas hors d'elle le soleil, et l'on voyait en elle son âme. Son regard mort avait on ne sait quelle fixité céleste. Elle était la nuit, et de cette ombre irrémédiable amalgamée à elle-même, elle sortait astre. Ursus, maniaque de nom latin, l'avait baptisé Dea. Il avait un peu consulté son loup. Il lui avait dit « Tu représentes l'homme, je représente la bête. Nous sommes le monde d'en bas, cette petite représentera le monde d'en haut. Tant de faiblesse, c'est la toute-puissance. De cette façon, l'univers complet, humanité, bestialité, divinité, sera dans notre cahute. » Le loup n'avait pas fait d'objection. Et c'est ainsi que l'enfant trouvé s'appelait Dea. Quant à Gwynplaine, Ursus n'avait pas eu la peine de lui inventer un nom. Le matin même du jour où il avait constaté le défigurement du petit garçon et la cécité de la petite fille, il avait demandé « Boy, comment t'appelles-tu ? Et le garçon... Pardon. Boy, comment t'appelles-tu ? » Et le garçon avait répondu « On m'appelle Gwynplaine. »« Va pour Gwynplaine, » avait dit Ursus. Dea assistait Gwynplaine dans ses exercices. Si la misère humaine pouvait être résumée, elle l'eût été par Gwynplaine et Dea. Ils semblaient être nés chacun dans un compartiment du sépulcre. Gwynplaine dans l'horrible, Dea dans le noir. Leurs existences étaient faites avec des ténèbres d'espèces différentes, prises dans les deux côtés formidables de la vie. Ces ténèbres, Dea les avait en elle et Gwynplaine les avait sur lui. Il y avait du fantôme dans Dea et du spectre dans Gwynplaine. Dea était dans le lugubre et Gwynplaine dans le pire. Il y avait pour Gwynplaine voyant une possibilité poignante qui n'existait pas pour Dea aveugle, se comparer aux autres hommes. Or, dans une situation comme celle de Gwynplaine, en admettant qu'il cherchât à s'en rendre compte, se comparer, c'était ne plus se comprendre. Avoir comme Dea un regard vide d'où le monde est absent, c'est une suprême détresse moindre pourtant que celle-ci. Être sa propre énigme. Sentir aussi quelque chose d'absent qui est soi-même. Voir l'univers et ne pas se voir. Dea avait un voile, la nuit, et Gwynplaine avait un masque, sa face. Chose inexprimable, c'était avec sa propre chair que Gwynplaine était masqué. Quel était son visage, il l'ignorait. Sa figure était dans l'évanouissement. On avait mis sur lui un faux lui-même. Il avait pour face une disparition. Sa tête vivait et son visage était mort. Il ne se souvenait pas de l'avoir vu. Le genre humain, pour Dea comme pour Gwynplaine, était un fait extérieur. Ils en étaient loin. Elle était seule, il était seul. L'isolement de Dea était funèbre, elle ne voyait rien. L'isolement de Gwynplaine était sinistre, il voyait tout. Pour Dea, la création ne dépassait point l'ouïe et le toucher. Le réel était borné, limité, court, tout de suite perdu. Elle n'avait pas d'autre infini que l'ombre. Pour Gwynplaine, vivre, c'était avoir à jamais la foule devant soi et hors de soi. Dea était la proscrite de la lumière, Gwynplaine était le banni de la vie. Certes, c'étaient là deux désespérés. Le fond de la calamité possible était touché. Ils y étaient, lui comme elle. Un observateur qui les eût vus eût senti sa rêverie s'achever en une incommensurable pitié. Que ne devait-il pas souffrir? Un décret de malheur pesait visiblement sur ces deux créatures humaines, et jamais la fatalité autour des deux êtres qui n'avaient rien fait n'avait mieux arrangé la destinée en torture et la vie en enfer.
Ils étaient dans un paradis. Ils s'aimaient. Gwynplaine adorait Dea. Dea idolâtrait Gwynplaine. « Tu es si beau, » lui disait-elle. 3. Oculos non habet et videt. Une seule femme sur la terre voyait Gwynplaine. C'était cet aveugle. Ce que Gwynplaine avait été pour elle, elle le savait par Ursus, à qui Gwynplaine avait raconté sa rude marche de Portland Weymouth et les agonies mêlées à son abandon. Elle savait que, toute petite expirante sur sa mère expirée, tétant un cadavre, un être, un peu moins petit qu'elle, l'avait ramassé, que cet être, éliminé et comme enseveli sous le sombre refus universel, avait entendu son cri, que, tous étant sourds pour lui, il n'avait pas été sourd pour elle, que cet enfant isolé, faible, rejeté, sans point d'appui ici-bas, se traînant dans le désert, épuisé de fatigue, brisé, avait accepté des mains de la nuit ce fardeau, un autre enfant, que lui, qui n'avait point de part à attendre dans cette distribution obscure qu'on appelle le sort, il s'était chargé d'une destinée, que, dénûment, angoisse et détresse, il s'était fait providence, que, le ciel se fermant, il avait ouvert son cœur, que, perdu, il avait sauvé, que, n'ayant pas de toit ni d'abri, il avait été asile, qu'il s'était fait mère et nourrice, que, lui qui était seul au monde, il avait répondu au délaissement par une adoption, que, dans les ténèbres, il avait donné cet exemple, que, ne se trouvant pas assez accablé, il avait bien voulu de la misère d'un autre par surcroît, que sur cette terre où il semblait qu'il n'y eût rien pour lui, il avait découvert le devoir, que là où tous eussent hésité, il avait avancé, que là où tous eussent reculé, il avait consenti, qu'il avait mis sa main dans l'ouverture du sépulcre et qu'il l'en avait retirée, elle, Dea, que demi-nue, il lui avait donné son haillon parce qu'elle avait froid, qu'affamé, il avait songé à la faire boire et manger, que pour cette petite, ce petit avait combattu la mort, qu'il l'avait combattu sous toutes les formes, sous la forme hiver et neige, sous la forme solitude, sous la forme terreur, sous la forme froid, faim et soif, sous la forme ouragan, que pour elle, Dea, ce titan de 10 ans, avait livré bataille à l'immensité nocturne. Elle savait qu'il avait fait cela, enfant, et que maintenant homme, il était sa force à elle débile, sa richesse à elle indigente, sa guérison à elle malade, son regard à elle aveugle. À travers les épaisseurs inconnues par qui elle se sentait tenue à distance, elle distinguait nettement ce dévouement, cette abnégation, ce courage. L'héroïsme, dans la région immatérielle, a un contour. Elle saisissait ce contour sublime. Dans l'inexprimable abstraction où vit une pensée que n'éclaire pas le soleil, elle percevait ce mystérieux linéament de la vertu. Dans cet entourage de choses obscures mises en mouvement, qui était la seule impression que lui fit la réalité, dans cette stagnation inquiète de la créature passive toujours au guet du péril possible, dans cette sensation d'être là sans défense, qui est toute la vie de l'aveugle, elle constatait d'au-dessus d'elle Gwynplaine. Gwynplaine jamais refroidi, jamais absent, jamais éclipsé, Gwynplaine attendri, secourable et doux. Dea tressaillait de certitude et de reconnaissance, son anxiété rassurée aboutissait à l'extase, et de ses yeux pleins de ténèbres, elle contemplait au zénith de son abîme cette bonté, lumière profonde. Dans l'idéal, la bonté, c'est le soleil, et Gwynplaine éblouissait Dea. Pour la foule, qui a trop de tête pour avoir une pensée, et trop d'yeux pour avoir un regard, pour la foule qui surface elle-même, s'arrête aux surfaces, Gwynplaine était un clown, un battleur, un saltimbanque, un grotesque, un peu plus et un peu moins qu'une bête. La foule ne connaissait que le visage. Pour Dea, Gwynplaine était le sauveur, qu'il avait ramassé dans la tombe et emporté dehors, le consolateur qui lui faisait la vie possible, le libérateur dont elle sentait la main dans la sienne en ce labyrinthe qui est la cécité. Gwynplaine était le frère, l'ami, le guide, le soutien, le semblable d'en haut, l'époux ailé et rayonnant. Et là où la multitude voyait le monstre, elle voyait l'archange. C'est que Dea, aveugle, apercevait l'âme. Les amoureux assortis. Ursus philosophe comprenait. Il approuvait la fascination de Dea. L'aveugle voit l'invisible, il disait. La conscience est vision. Il regardait Gwynplaine et il grommelait. Demi-monstre mais demi-dieu. Gwynplaine, de son côté, était enivré de Dea. Il y a l'œil invisible, l'esprit, et l'œil visible, la prunelle. Lui, c'est avec l'œil visible qu'il la voyait. Dea avait l'éblouissement idéal, Gwynplaine avait l'éblouissement
réel. Gwynplaine n'était pas laid, il était effrayant, il avait devant lui son contraste. Autant il était terrible, autant Dea était suave. Il était l'horreur, elle était la grâce, il y avait du rêve en Dea. Elle semblait un songe ayant un peu pris corps. Il y avait dans toute sa personne, dans sa structure éolienne, dans sa fine et souple taille inquiète comme le roseau, dans ses épaules peut-être invisiblement ailées, dans les rondeurs discrètes de son contour indiquant le sexe, mais à l'âme plutôt qu'au sens, dans sa blancheur qui était presque de la transparence, dans l'auguste occlusion sereine de son regard divinement fermé à la terre, dans l'innocence sacrée de son sourire. Un voisinage exquis de l'ange, et elle était tout juste à ses femmes. Gwynplaine, nous l'avons dit, se comparait, et il comparait Dea. Son existence, telle qu'elle était le résultat d'un double choix inouï. C'était le point d'intersection des deux rayons d'en bas et d'en haut, du rayon noir et du rayon blanc. La même miette peut être becquetée à la fois par les deux becs du mal et du bien, l'un donnant la morsure, l'autre le baiser. Gwynplaine était cette miette, atome meurtri et caressé. Gwynplaine était le produit d'une fatalité, compliqué d'une providence. Le malheur avait mis le doigt sur lui, le bonheur aussi. Deux destinées extrêmes composaient son sort étrange. Il y avait sur lui un anathème et une bénédiction. Il avait le maudit élu. Il était le maudit élu. Qui était-il? Il ne le savait. Quand il se regardait, il voyait un inconnu. Mais cet inconnu était monstrueux. Gwynplaine vivait dans une sorte de décapitation, ayant un visage qui n'était pas lui. Ce visage était épouvantable, si épouvantable qu'il amusait. Il faisait tant peur qu'il faisait rire. Il était infernalement bouffon. C'était le naufrage de la figure humaine dans un mascaron bestial. Jamais on n'avait vu plus totale éclipse de l'homme sur le visage humain. Jamais parodie n'avait été plus complète. Jamais ébauche plus affreuse n'avait ricané dans un cauchemar. Jamais ce qui peut repousser une femme n'avait été plus hideusement amalgamé dans un homme. L'infortuné cœur, masqué et calomnié par cette face, semblait à jamais condamné à la solitude sous ce visage, comme sous un couvercle de tombe. Eh bien non. Où s'était épuisée la méchanceté inconnue, la bonté invisible à son tour se dépensait. Dans ce pauvre déchu tout à coup relevé, à côté de tout ce qui repousse, elle mettait ce qui attire. Dans l'écueil, elle mettait l'aimant. Elle faisait accourir à tire d'aile vers cette abandonnée une âme. Elle chargeait la colombe de consoler le foudroyé, et elle faisait adorer la difformité par la beauté. Pour que cela fût possible, il fallait que la belle ne fît pas le défiguré. Pour ce bonheur, il fallait ce malheur. La Providence avait fait Dea aveugle. Gwynplaine se sentait vaguement l'objet d'une rédemption. Pourquoi la persécution? Il l'ignorait. Pourquoi le rachat? Il l'ignorait. Une auréole était venue se poser sur sa flétrissure. C'est tout ce qu'il savait. Ursus, quand Gwynplaine avait été en âge de comprendre, lui avait lu et expliqué le texte du docteur Conquest de Denasatis, et dans un autre in-folio, Hugo Plagon, le passage Nares habens mutilas, mais Ursus s'était prudemment abstenu d'hypothèses, et s'était bien gardé de conclure quoi que ce soit. Des suppositions étaient possibles, la probabilité d'une voie de fait sur l'enfance de Gwynplaine était entrevue, mais pour Gwynplaine, il n'y avait qu'une évidence, le résultat. Sa destinée était de vivre sous un stigmate. Pourquoi ce stigmate? Pas de réponse. Silence et solitude autour de Gwynplaine. Tout était fuyant dans les conjectures qu'on pouvait ajuster à cette réalité tragique, et excepté le fait terrible, rien n'était certain. Dans cet accablement, Dea intervenait, sorte d'interposition céleste entre Gwynplaine et le désespoir. Il percevait, ému et comme réchauffé, la douceur de cette fille exquise tournée vers son horreur. L'étonnement paradisiaque attendrissait sa face draconienne. Fait pour l'effroi, il avait cette exception prodigieuse d'être admiré et adoré dans l'idéal par la lumière, et monstre, il sentait sur lui la contemplation d'une étoile. Gwynplaine et Dea, c'était un couple, et ces deux cœurs pathétiques s'adoraient. Un nid et deux oiseaux, c'était là leur histoire. Ils avaient fait leur rentrée dans la loi universelle qui est de se plaire, de se chercher et de se trouver. De sorte que la haine s'était trompée. Les persécuteurs de Gwynplaine, quels qu'ils fussent, l'énigmatique acharnement, de quelque part qu'il vînt, avaient manqué leur but. On avait voulu faire un désespéré, on avait fait un enchanté. On l'avait d'avance fiancé à une plaie guérissante. On l'avait prédestiné à être consolé par une affliction. La tenaille de bourreau s'était doucement faite main de femme. Gwynplaine était horrible, artificiellement horrible, horrible de la main des hommes. On avait espéré l'isoler à jamais,
De la famille d'abord, s'il avait une famille, de l'humanité ensuite. Enfant, on avait fait de lui une ruine, mais cette ruine, la nature l'avait reprise comme elle reprend toutes les ruines. Cette solitude, la nature l'avait consolée, comme elle console toutes les solitudes. La nature vient au secours de tous les abandons. Là où tout manque, elle se redonne tout entière. Elle refleurit et reverdit sur tous les écroulements. Elle a le lierre pour les pierres et l'amour pour les hommes. Générosité profonde de l'ombre. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une courte pause. Je sais pas ce que vous en dites, mais là, je pense que c'est un peu la réaction que j'ai dû avoir lorsque je l'ai lu la première fois. Mais là, je trouve qu'on commence à entrer dans le roman. Jusqu'à présent, comme je disais, il y avait beaucoup de choses un petit peu plaquées les unes derrière les autres sans qu'on comprenne forcément le pourquoi du comment, le comment ça s'agençait. Est-ce que... Enfin, où est-ce qu'allait aller l'histoire? Ouais, ça se dit. Donc ouais, c'était un petit peu flou, un petit peu voilà, et puis c'était... Il y avait beaucoup de, comme je le disais, de moments qui faisaient presque professoral, peut-être un peu historique, un petit peu voilà, il y avait une certaine distance, on va dire. Là, je trouve qu'on entre dans le roman à proprement parler. Là, on comprend complètement que l'histoire va concerner Gwynplaine et Dea, notamment. Et les passages que je viens de lire, je les trouve à tomber par terre, je les trouve si beaux. Je trouve que là, pour le coup, on a vraiment la dimension poétique de Victor Hugo. Je trouve ça magnifique. Toutes les pages que je viens de lire là, je les trouve magnifiques de style. C'est si bien décrit et je suis pas... En fait, dans la vraie vie, on a tendance à dire que je suis romantique. Je le rappelle, je crois que je l'avais déjà dit. J'ai peut-être pas déjà dit en live, mais je l'ai déjà dit souvent. Je rappelle quand même que je me suis fait recaler par une fille parce que j'étais, je cite entre les guillemets, trop romantique. Bon, voilà. Donc voilà, je rappelle que j'ai plutôt cette caractéristique-là. Mais souvent, c'est pas un truc qui m'intéresse dans les fictions. Franchement, dans les bouquins, dans les films, dans les séries, c'est rare qu'une histoire d'amour m'intéresse. Enfin, ouais, c'est très rare. Et là, je trouve que, en vrai de vrai, je réfléchis là comme ça et j'aurais tendance à dire que c'est l'une des plus jolies histoires d'amour que je connaisse en vrai, d'une fiction. Donc ouais, je trouve ça super beau, je trouve ça super beau, je trouve que c'est super bien écrit en effet comme le dit Jumpy et je trouve que ça match super bien en fait. Enfin, l'idée de ce couple est géniale quoi. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour se compléter, pour se comprendre. Ils sont à la fois pareils et totalement différents. Enfin, du coup, il y a plein de constructions possibles en termes de style. Il y a autant plein de rapprochements à faire que de distanciation entre guillemets. Enfin ouais, ils ont à la fois les opposés s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent quoi. Ils ont vraiment un schéma de relation à la fois miroir et à la fois divergent. Enfin ouais, je trouve ça vraiment très très sympa. Vraiment très très sympa, vraiment très bien construit et vraiment là purement stylistiquement super joli. Il y a des super jolies phrases euh, et qui décrivent un sentiment ultra pur, ultra joli entre eux deux quoi. Les jeux avec les mots étaient très bien placés et faits, nous dit Jumpy. Ouais, je suis d'accord de ouf. Je vois qu'apparemment ça vous a plu à peu près tous. Je trouve les descriptions très belles, ouais. Ouais, je vois tous vos commentaires, apparemment, ça a l'air de vous avoir bien plu, ça fait plaisir. Oui, mais la description de l'opération fait froid dans le dos, nous dit l'écoute aux portes. C'est vrai que c'était un petit peu hardcore ce passage, mais en même temps c'est bien, je trouve. C'est bien qu'il n'y ait pas de concession, quoi. C'est bien que il soit aussi doué, entre guillemets, dans son style et dans ce qu'il écrit, que ce soit beau ou moche, entre guillemets, quoi. Euh, Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et justement,
il figure quelque chose de très dur, quoi. Il figure une situation très dure, quoi. La position de Gwynplaine qui se retrouve comme ça, un peu en clown, en bouffon permanent et tout. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, même sur ce que ça va impliquer sur sa psyché. Je trouve ça ultra intéressant. Ultra, ultra intéressant. Pas mauvais ce Hugo, nous dit Zikael. Ouais, non, plutôt pas, hein. Peut-être que... Oh, peut-être que je veux bien comprendre pourquoi il est passé à la postérité. Ouais, franchement, il est chaud, hein. Il est très chaud. Par contre, je vais être franc avec vous, les amis. Tant pis, ça fera 2 lives très courts. Mais je sens que je vais pas avoir la voix suffisante pour tenir très longtemps ce soir. Je sens que j'ai déjà un peu mal à la gorge en arrière-fond là. Et je sens que... Et ça m'agace, pareil, j'ai pas envie de faire des lectures de mauvaise qualité, je préfère faire plus court et que ça soit de bonne qualité. Mais je sens que j'ai eu beaucoup de mal ce soir, alors ça s'est peut-être entendu surtout au tout début du live. Mais au tout début du live, j'ai eu l'impression de tellement galérer, de tellement prononcer des P à la place des B, tellement marmonner en somme. Et j'étais en mode, oh non, je veux pas gâcher une si belle lecture en la disant mal. Donc je préfère faire un petit peu moins et puis tenir mieux le rythme. Quitte à poursuivre la prochaine fois. Faut juste que je retrouve où est-ce que c'est. C'est 351 si j'ai pas de conneries, hein, j'avais dit. Ouais, c'est ça. Mais attends, mais du coup, ça fait très peu de pages en fait. Ça fait. Ah non, ça fait 14 pages quand même. Ok. Donc je pense que je vais relire 14 pages. Ouais, parce que ouais. Si je lis un chapitre de plus, ça va faire vraiment beaucoup plus. Si je dis pas de bêtises. Attendez. Ouais, c'est ça. Soit je lis 14 pages, soit je passe direct à 21. Sachant que du coup, la partie d'après sera moins équilibrée. Bon, après, ça dépend vachement s'il y a des descriptions ou des dialogues. Hein, parce que quand il y a des pages avec des dialogues, ça va beaucoup plus vite à lire. Mais bon, au juger comme ça de ce que je pense être le plus équilibré pour que, même si c'est des petits lives, désolé, mais pour que le live d'aujourd'hui et le live de la prochaine fois soit le plus équilibré possible, je pense que je vais repartir pour 14 pages. Donc voilà, le live va se terminer très bientôt déjà les amis, mais bon, c'est comme ça. Si vous voulez donc la suite et fin du livre deuxième de la deuxième partie, je vous inviterai donc à me rejoindre mardi à 21h. En live. Sinon, ce sera disponible en rediffusion des mercredis, du coup. Vous connaissez. Des jeudis, pardon. Vous connaissez les bails, vous savez comment ça fonctionne ici, n'est-ce pas? Puis ouais, je vous avoue aussi que je préfère préserver ma voix en me disant j'ai encore 2 lives cette semaine. Notamment, ça me rappelle une histoire qui a lieu que toutes les 2 semaines. Donc du coup, j'ai envie d'être frais et dispo pour le live de demain. Et pas vous dire à la dernière seconde demain j'ai plus de voix donc j'annule. Alors que c'est déjà un truc plus rare, on va dire quoi. Donc bon, voilà. Ma décision est prise, ma décision est ferme et définitive. On va essayer de se reglisser dans ce mood de toute beauté, puisque je l'espère, on va continuer sur un texte un peu de ce genre. Comme je disais, hein, j'ai déjà lu le texte il y a de cela des années, mais je me rappelle de quasi rien. Donc, je me rappelle des grandes lignes, on va dire. Donc là, je sais pas ce qui va se passer. De toute manière, sur 760 pages, un truc comme ça. Ouais, voilà, sur à peu près 760 pages. Je sais pas ce qui se passe, page 336 précisément. Hein. Même si je connais l'œuvre à fond. Hein. Mais là, ce n'est même pas le cas. Bref, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je suis reparti pour quelques chapitres. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro du live. Bonne écoute à tous, que vous me regardiez en live ou en rediffusion sur YouTube. « 5. Le bleu dans le noir. Ainsi vivaient l'un par l'autre ces infortunés. Dea appuyée, Gwynplaine acceptée. Cette orpheline avait cet orphelin, cet infirme avait ce difforme. Ces veuvages s'épousaient. Une ineffable action de grâce se dégageait de ces deux détresses. Elles remerciaient. Qui? L'immensité obscure. Remercier devant soi, c'est assez. L'action de grâce a des ailes et va où elle doit aller. Votre prière en sait plus long que vous.
Que d'hommes ont cru prier Jupiter et ont prié Jéhovah, que de croyances aux amulettes sont écoutées par l'infini. Combien d'athées ne s'aperçoivent pas que, par le seul fait d'être bons et tristes, ils prient Dieu. Gwynplaine et Dea étaient reconnaissants. La difformité, c'est l'expulsion. La cécité, c'est le précipice. L'expulsion était adoptée, le précipice était habitable. Gwynplaine voyait descendre vers lui en pleine lumière, dans un arrangement de destinée qui ressemblait à la mise en perspective d'un songe, une blanche nuée de beauté ayant la forme d'une femme, une vision radieuse dans laquelle il y avait un cœur, et cette apparition, presque nuage et pourtant femme, l'étreignait, et cette vision l'embrassait, et ce cœur voulait bien de lui. Gwynplaine n'était plus difforme, étant aimé. Une rose demandait la chenille en mariage, sentant dans cette chenille le papillon divin. Gwynplaine le rejetait, était choisi. Avoir son nécessaire, tout est là. Gwynplaine avait le sien, Dea avait le sien. L'abjection du défiguré, allégée et comme sublimée, se dilatait en ivresse, en ravissement, en croyance, et une main venait au-devant de la sombre hésitation de l'aveugle dans la nuit. C'était la pénétration de deux détresses dans l'idéal, celle-ci absorbant celle-là. Deux exclusions s'admettaient. Deux lacunes se combinaient pour se compléter. Ils se tenaient par ce qui leur manquait. Par où l'un était pauvre, l'autre était riche. Le malheur de l'un faisait le trésor de l'autre. Si Dea n'eût pas été aveugle, eût-elle choisi Gwynplaine? Si Gwynplaine n'eût pas été défigurée, eût-il préféré Dea? Elle probablement n'eût pas plus voulu du difforme que lui de l'infirme. Quel bonheur pour Dea que Gwynplaine fût hideux. Quelle chance pour Gwynplaine que Dea fût aveugle. En dehors de leur appareillement providentiel, ils étaient impossibles. Un prodigieux besoin l'un de l'autre était au fond de leur amour. Gwynplaine sauvait Dea, Dea sauvait Gwynplaine. Rencontre de misère produisant l'adhérence. Embrassement d'englouti dans le gouffre. Rien de plus étroit, rien de plus désespéré, rien de plus exquis. Gwynplaine avait une pensée. Que serais-je sans elle? Dea avait une pensée. Que serais-je sans lui? Ces deux exils aboutissaient à une patrie. Ces deux fatalités incurables, le stigmate de Gwynplaine, la cécité de Dea, opéraient leur jonction dans le contentement. Ils se suffisaient. Ils n'imaginaient rien au-delà d'eux-mêmes. Se parler était un délice, s'approcher était une béatitude. À force d'intuition réciproque, ils en étaient venus à l'unité de rêverie. Ils pensaient à deux la même pensée. Quand Gwynplaine marchait, Dea croyait entendre un pas d'apothéose. Ils se serraient l'un contre l'autre, dans une sorte de clair-obscur sidéral, plein de parfums, de lueurs, de musique, d'architecture lumineuse, de songes. Ils s'appartenaient. Ils se savaient ensemble à jamais dans la même joie et dans la même extase, et rien n'était étrange comme cette construction d'un Éden par deux damnés. Ils étaient inexprimablement heureux. Avec leur enfer, ils avaient fait du ciel. Telle est votre puissance, amour. Dea entendait rire Gwynplaine, et Gwynplaine voyait Dea sourire. Ainsi la félicité idéale était trouvée. La joie parfaite de la vie était réalisée, le mystérieux problème du bonheur était résolu. Et par qui? Par deux misérables. Pour Gwynplaine, Dea était la splendeur, pour Dea, Gwynplaine était la présence. La présence, profond mystère qui divinise l'invisible, et d'où résulte cet autre mystère, la confiance. Il n'y a dans les religions que cela d'irréductible, mais cet irréductible suffit. On ne voit pas l'immense être nécessaire, on le sent. Gwynplaine était la religion de Dea. Parfois, éperdue d'amour, elle se mettait à genoux devant lui, sorte de belle prêtresse adorant un gnome de pagode, épanouie. Figurez-vous l'abîme, et au milieu de l'abîme une oasis de clarté, et dans cette oasis, ces deux êtres hors de la vie s'éblouissant. Pas de pureté comparable à ces amours. Dea ignorait ce que c'était qu'un baiser, bien que peut-être elle le désirât, car la cécité, surtout d'une femme, a ses rêves, et, quoique tremblante devant les approches de l'inconnu, ne les hait pas toutes. Quant à Gwynplaine, la jeunesse frissonnante le rendait pensif. Plus il se sentait ivre, plus il était timide. Il eût pu tout oser avec cette compagne de son premier âge, avec cette ignorante de la faute comme de la lumière, avec cette aveugle qui voyait une chose, c'est qu'elle l'adorait. Mais il eût cru voler ce qu'elle lui eût donné. Il se résignait avec une mélancolie satisfaite à aimer angéliquement, et le sentiment de sa difformité se résolvait en une pudeur auguste. Ces heureux habitaient l'idéal.
Ils y étaient épouses à distance comme les sphères. Ils échangeaient dans le bleu l'effluve profond qui dans l'infini est l'attraction, et sur la terre le sexe. Ils se donnaient des baisers d'âme. Ils avaient toujours eu la vie commune. Ils ne se connaissaient pas autrement qu'ensemble. L'enfance de Dea avait coïncidé avec l'adolescence de Gwynplaine. Ils avaient grandi côte à côte. Ils avaient longtemps dormi dans le même lit. La cahute n'était point une vaste chambre à coucher. Eux sur le coffre, Ursus sur le plancher, voilà quel était l'arrangement. Puis un beau jour, Dea étant encore petite, Gwynplaine s'était vu grand, et c'est du côté de l'homme qu'avait commencé la honte. Il avait dit à Ursus « Je veux dormir à terre moi aussi », et le soir venu, il s'était étendu près du vieillard sur la peau d'ours. Alors Dea avait pleuré. Elle avait réclamé son camarade de lit. Mais Gwynplaine, devenu inquiet, car il commençait à aimer, avait tenu bon. À partir de ce moment, il s'était mis à coucher sur le plancher avec Ursus. L'été, dans les belles nuits, il couchait dehors avec Homo. Dea avait 13 ans qu'elle n'était pas encore résignée. Souvent le soir, elle disait « Gwynplaine, viens près de moi, cela me fera dormir. » Un homme à côté d'elle était un besoin du sommeil de l'innocente. La nudité, c'est de se voir nue. Aussi ignorait-elle la nudité. Ingénuité d'Arcadie ou d'Otaïti. Dea sauvage faisait Gwynplaine farouche. Il arrivait parfois à Dea, étant déjà presque jeune fille, de se peigner ses longs cheveux assis sur son lit, sa chemise défaite et à demi tombante, laissant voir la statue féminine ébauchée et un vague commencement d'Ève, et d'appeler Gwynplaine. Gwynplaine rougissait, baissait les yeux, ne savait que devenir devant cette chair naïve, balbutiait, détournait la tête, avait peur, et s'en allait. Et ce Daphnis des ténèbres prenait la fuite devant cette Chloé de l'ombre. Telle était cette idylle éclose dans une tragédie. Ursus leur disait « Vieille brute, adorez-vous !» 6. Ursus instituteur et Ursus tuteur. Ursus ajoutait « Je leur ferai un de ces jours un mauvais tour. Je les marierai. » Ursus faisait à Gwynplaine la théorie de l'amour. Il lui disait « L'amour, sais-tu comment le bon Dieu allume ce feu-là? Il met la femme en bas, le diable entre deux, l'homme sur le diable. Une allumette, c'est-à-dire un regard, et voilà que tout flambe. Et voilà que tout flambe. » Un regard n'est pas nécessaire, répondait Gwynplaine, songeant à Dea. Et Ursus répliquait Dadais, est-ce que les âmes pour se regarder ont besoin des yeux? Parfois Ursus était bon diable. Gwynplaine, par moments, éperdu de Dea jusqu'à en devenir sombre, se garerait d'Ursus comme d'un témoin. Un jour Ursus lui dit « Ah, ne te gêne pas, en amour le coq se montre. » Mais l'aigle se cache, répondit Gwynplaine. Dans d'autres instants, Ursus se disait en aparté « Il est sage de mettre des bâtons dans les roues du char de Cythérée. Il sème trop. Cela peut avoir des inconvénients. Obvions à l'incendie, modérons ses cœurs. » Et Ursus avait recours à des avertissements de ce genre, parlant à Gwynplaine quand Dea dormait, et à Dea quand Gwynplaine avait le dos tourné. « Dea, il ne faut pas trop t'attacher à Gwynplaine. Vivre dans un autre est périlleux. L'égoïsme est une bonne racine du bonheur. Les hommes, ça échappe aux femmes, et puis Gwynplaine peut finir par s'infatuer. Il a tant de succès. Tu ne te figures pas le succès qu'il a. Gwynplaine, les disproportions ne valent rien. Trop de laideur d'un côté, trop de beauté de l'autre, cela doit donner à réfléchir. Tempère ton ardeur, mon boy. Ne t'enthousiasme pas trop de Dea. Te crois-tu sérieusement fait pour elle? Mais considère donc ta difformité et sa perfection. Vois la distance entre elle et toi. Elle a tout, cette Dea. Quelle peau blanche, quels cheveux, des lèvres qui sont des fraises, et son pied, quant à sa main. Ses épaules sont d'une courbe exquise, le visage est sublime, elle marche, il sort d'elle de la lumière, et ce parler grave avec ce son de voix charmant. Et avec tout cela, songez que c'est une femme. Elle n'est pas si sotte que d'être un ange. C'est la beauté absolue. Dis-toi tout cela pour te calmer. De là des redoublements d'amour entre Dea et Gwynplaine, et Ursus s'étonnait de son insuccès, un peu comme quelqu'un qui dirait « C'est singulier, j'ai beau jeter de l'huile sur le feu, je ne parviens pas à l'éteindre. » Les éteindre, moi-même les refroidir, le voulait-il? Non, certes, il eût été bien attrapé s'il avait réussi. Au fond, cet amour, flamme pour eux, chaleur pour lui, le ravissait. Mais il faut bien taquiner un peu ce qui nous charme. Cette taquinerie-là,
c'est ce que les hommes appellent la sagesse. Ursus avait été pour Gwynplaine et Dea à peu près père et mère. Tout en murmurant, il les avait élevés. Tout en grondant, il les avait nourris. Cette adoption ayant fait la cahute roulante plus lourde, il avait dû s'atteler plus fréquemment avec Homo pour la traîner. Disons que, les premières années passées, quand Gwynplaine fut presque grand et Ursus tout à fait vieux, ça avait été le tour de Gwynplaine de traîner Ursus. Ursus, en voyant grandir Gwynplaine, avait tiré l'horoscope de sa difformité. « On a fait ta fortune », lui avait-il dit. Cette famille d'un vieillard, de 2 enfants et d'un loup avait formé tout en rôdant un groupe de plus en plus étroit. La vieille rente n'avait pas empêché l'éducation. « Errer, c'est croître », disait Ursus. Gwynplaine, étant évidemment fait pour être montré dans les foires, Ursus avait cultivé en lui le saltimbanque, et dans ce saltimbanque il avait incrusté de son mieux la science et la sagesse. Ursus, en arrêt devant le masque ahurissant de Gwynplaine, grommelait. Il a été bien commencé. C'est pourquoi il l'avait complété par tous les ornements de la philosophie et du savoir. Il répétait souvent à Gwynplaine. Sois un philosophe. Être sage, c'est être invulnérable. Tel que tu me vois, je n'ai jamais pleuré. Force de ma sagesse. Crois-tu que si j'avais voulu pleurer, j'aurais manqué d'occasion? Ursus, dans ses monologues écoutés par le loup, disait. J'ai enseigné à Gwynplaine tout, y compris le latin, et à Dea rien, y compris la musique. Il leur avait appris à tous deux à chanter. Il avait lui-même un joli talent sur la muse de blé, une petite flûte de ce temps-là. Il en jouait agréablement, ainsi que de la chiffonie, sorte de vielle de mendiant que la chronique de Bertrand Duguesclin qualifie instrument truand et qui est le point de départ de la symphonie. Ces musiques attiraient le monde. Ursus montrait à la foule sa chiffonie et disait « En latin, organistrum ». Il avait enseigné à Dea et à Gwynplaine le chant, selon la méthode d'Orphée et d'Égide de Binchois. Il lui était arrivé plus d'une fois de couper les leçons de ce cri d'enthousiasme. « Orphée, musicien de la Grèce, Binchois, musicien de la Picardie !» Ces complications d'éducation soignée n'avaient pas occupé les 2 enfants au point de les empêcher de s'adorer. Ils avaient grandi en mêlant leurs cœurs, comme 2 arbrisseaux plantés près, en devenant arbres, mêlent leurs branches. « C'est égal, » murmurait Ursus, « je les marierai. » Et ils bougonnaient en aparté. Ils m'ennuient avec leur amour. Le passé, le peu qu'ils en avaient du moins, n'existait point pour Gwynplaine et Dea. Ils en savaient ce qu'Ursus leur en avait dit. Ils appelaient Ursus père. Gwynplaine n'avait souvenir de son enfance que comme d'un passage de démon sur son berceau. Il en avait une impression comme d'avoir été trépigné dans l'obscurité sous des pieds difformes. Était-ce exprès, ou sans le vouloir? Il l'ignorait. Ce qu'il se rappelait nettement, et dans les moindres détails, c'était la tragique aventure de son abandon. La trouvaille de Dea faisait pour lui de cette nuit lugubre une date radieuse. La mémoire de Dea était plus encore que celle de Gwynplaine dans la nuée. Si petite, tout s'était dissipé. Elle se rappelait sa mère comme une chose froide. Avait-elle vu le soleil? Peut-être. Elle faisait effort pour replonger son esprit dans cet évanouissement qui était derrière elle. Le soleil, qu'était-ce? Elle se souvenait d'on ne sait quoi de lumineux et de chaud que Gwynplaine avait remplacé. Il se disait des choses à voix basse. Il est certain que roucouler est ce qu'il y a de plus important sur la terre. Dea disait à Gwynplaine, « La lumière, c'est quand tu parles. » Une fois, n'y tenant plus, Gwynplaine, apercevant à travers une manche de mousseline le bras de Dea, effleura de ses lèvres cette transparence. Bouche difforme, baiser idéal. Dea sentit un ravissement profond. Elle devint toute rose. Ce baiser d'un monstre fit l'aurore sur ce beau front plein de nuit. Cependant Gwynplaine soupirait avec une sorte de terreur, et comme la gorgère de Dea s'entrebâillait, il ne pouvait s'empêcher de regarder des blancheurs visibles par cette ouverture de paradis. Dea releva sa manche et tendit à Gwynplaine son bras nu en disant « Encore ?» Gwynplaine se tira d'affaire par l'évasion. Le lendemain, ce jeu recommençait, avec des variantes. Glissement céleste dans ce doux abîme qui est l'amour. Ce sont là des choses auxquelles le bon Dieu, en sa qualité de vieux philosophe, sourit. 7. La cécité donne des leçons de clairvoyance. Parfois Gwynplaine s'adressait des reproches. Il se faisait de son bonheur un cas de conscience. Il s'imaginait que se laisser aimer par cette femme qui ne pouvait le voir, c'était la tromper. Que dirait-elle si ses yeux s'ouvraient tout à coup, comme ce qui l'attire la repousserait, comme elle reculerait devant son effroyable amant,
quel cri, quelle main voilant son visage, quelle fuite. Un pénible scrupule le harcelait. Il se disait que monstre, il n'avait pas droit à l'amour. Hydre idolâtré par l'astre, il était de son devoir d'éclairer cette étoile aveugle. Une fois, il dit à Dea : « Tu sais que je suis très laid ? » ?»« Je sais que tu es sublime, » répondit-elle. Il reprit : « Quand tu entends tout le monde rire, c'est de moi qu'on rit, parce que je suis horrible. »« Je t'aime, » lui dit Dea. Après un silence, elle ajouta : « J'étais dans la mort, tu m'as remise dans la vie. Toi, là, c'est le ciel à côté de moi. Donne-moi ta main que je touche Dieu. » Leurs mains se cherchèrent et s'étreignirent, et ils ne dirent plus une parole, rendus silencieux par la plénitude de s'aimer. Ursus bourru avait entendu. Le lendemain, comme ils étaient tous trois ensemble, il dit : « D'ailleurs, Dea est laide aussi. » Le mot manqua son effet. Dea et Gwynplaine n'écoutaient pas. Absorbés l'un dans l'autre, ils percevaient rarement les épiphénomènes d'Ursus. Ursus était profond en pure perte. Cette fois pourtant la précaution d'Ursus, Dea est laide aussi, indiquait chez cet homme docte une certaine science de la femme. Il est certain que Gwynplaine avait fait loyalement une imprudence. Dit à une toute autre femme et à une toute autre aveugle que Dea le mot « je suis laid » eût pu être dangereux. Être aveugle et amoureux, c'est être deux fois aveugle. Dans cette situation-là, on fait des songes. L'illusion est le pain du songe. Ôter l'illusion à l'amour, c'est lui ôter l'aliment. Tous les enthousiasmes entrent utilement dans sa formation, aussi bien l'admiration physique que l'admiration morale. D'ailleurs, il ne faut jamais dire à une femme de mots difficiles à comprendre. Elle rêve là-dessus, et souvent elle rêve mal. Une énigme dans une rêverie fait du dégât. La percussion d'un mot qu'on a laissé tomber désagrège ce qui adhérait. Il arrive parfois que, sans qu'on sache comment, parce qu'il a reçu le choc obscur d'une parole en l'air, un cœur se vide, insensiblement. L'être qui aime s'aperçoit d'une baisse dans son bonheur. Rien n'est redoutable comme cette exudation lente de vase fêlé. Heureusement, Dea n'était point de cette argile. La pâte à faire toutes les femmes n'avait point servi pour elle. C'était une nature rare que Dea. Le corps était fragile, le cœur non. Ce qui était le fond de son être, c'était une divine persévérance d'amour. Tout le creusement que produisit en elle le mot de Gwynplaine aboutit à lui faire dire un jour cette parole. Être laid, qu'est-ce que cela? C'est faire du mal. Gwynplaine ne fait que du bien. Il est beau. Puis, toujours sous cette forme d'interrogation familière aux enfants et aux aveugles, elle reprit. Voir. Qu'appelez-vous voir, vous autres? Moi je ne vois pas, je sais. Il paraît que voir cela cache. Que veux-tu dire? Demanda Gwynplaine. Dea répondit. Voir est une chose qui cache le vrai. Non, dit Gwynplaine. Mais si, répliqua Dea, puisque tu dis que tu es laid. Elle songea un moment, et ajouta. Menteur. Et Gwynplaine avait cette joie d'avoir avoué et de n'être pas cru. Sa conscience était en repos, son amour aussi. Ils étaient arrivés ainsi, elle à 16 ans, lui à près de 25. Ils n'étaient pas, comme on dirait aujourd'hui, plus avancés que le premier jour. Moins, puisque, l'on s'en souvient, ils avaient eu leur nuit de noces, elle âgée de 9 mois, lui de 10 ans. Une sorte de sainte enfance continuait dans leur amour. C'est ainsi qu'il arrive parfois que le rossignol attardé prolonge son chant de nuit jusque dans l'aurore. Leurs caresses n'allaient guère au-delà des mains pressées, et parfois du bras nu effleuré. Une volupté doucement bégayante leur suffisait. 24 ans, 16 ans. Cela fit qu'un matin, Ursus, ne perdant pas de vue son mauvais tour, leur dit « Un de ces jours, vous choisirez une religion. »« Pourquoi faire ?» demanda Gwynplaine. « Pour vous marier. »« Mais c'est fait, » répondit Dea. Dea ne comprenait point qu'on pût être mari et femme plus qu'il ne l'était. Au fond, ce contentement chimérique et virginal, ce naïf assouvissement de l'âme par l'âme, ce célibat pris pour mariage, ne déplaisait point à Ursus. Ce qu'il en disait, c'était parce qu'il faut bien parler. Mais le médecin qu'il y avait en lui trouvait Dea, sinon trop jeune, du moins trop délicate et trop frêle pour ce qu'il appelait l'hyménée en chair et en os. Cela viendrait toujours assez tôt. D'ailleurs, marié ne l'était-il point? Si l'indissoluble existait quelque part, n'était-ce pas dans cette cohésion, Gwynplaine et Dea? Chose admirable, ils étaient adorablement jetés dans les bras l'un de l'autre par le malheur. Et comme si ce n'était pas assez de ce premier lien, sur le malheur était venu se rattacher, s'enrouler et se serrer l'amour.
Quelle force peut jamais rompre la chaîne de fer consolidée par le nœud de fleurs? Certes, les inséparables étaient là. Dea avait la beauté, Gwynplaine avait la lumière. Chacun apportait sa dot, et il faisait plus que le couple, il faisait la paire, séparés seulement par l'innocence, interposition sacrée. Cependant, Gwynplaine avait beau rêver et s'absorber le plus qu'il pouvait dans la contemplation de Dea et dans le fort intérieur de son amour, il était homme. Les lois fatales ne s'éludent point. Il subissait, comme toute l'immense nature, les fermentations obscures voulues par le Créateur. Cela, parfois, quand il paraissait en public, lui faisait regarder les femmes qui étaient dans la foule, mais il détournait tout de suite ce regard en contravention, et il se hâtait de rentrer, repentant, dans son âme. Ajoutons que l'encouragement manquait. Sur le visage de toutes les femmes qu'il regardait, il voyait l'aversion, l'antipathie, la répugnance, le rejet. Il était clair qu'aucune autre que Dea n'était possible pour lui. Cela l'aidait à se repentir. Et nous allons nous arrêter là pour la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro de ce live, chers amis. Et merci Aurenti de nous avoir rejoints si tu es toujours parmi nous. Ça fait plaisir. Bonsoir à toi. J'ai bien aimé, votre petite discussion. Je sais que je savais que ça ferait réagir cette phrase. Il ne faut jamais dire de mots difficiles à une femme. Oui. C'est un peu bizarre, j'avoue. Zikael il savait parler aux femmes à l'époque, en effet, je crois que là, c'est vraiment le meilleur dragueur du monde. Non mais, ouais, cette phrase peut paraître un peu choquante, c'est sûr, hein. Je le conçois, mais après, encore une fois, c'est enrobé par tellement de choses, et encore une fois, alors je me répète souvent sur cette question, mais encore une fois, il faut se dire aussi que c'est une autre époque, même si c'est pas une époque très lointaine pour le coup, Victor Hugo, mais quand même, il faut se dire que c'est une autre époque, et que ça peut être juste une maladresse, que ça peut être juste une pensée d'un autre temps, etc. Même si, comme le dit les couteaux portes, en effet, c'est quand même emballé, et en effet, il se rattrape en disant qu'on part ensuite en rêverie, etc. etc. Enfin, ouais. D'ailleurs, après, il englobe un petit peu plus, il élargit un petit peu plus le propos en disant que il parle des êtres. Donc, des êtres, c'est pas forcément des femmes, en général. Et d'ailleurs, il fait l'exception de Dea, donc, c'est qu'il n'y a pas que des femmes comme ça, puisque lui-même dit qu'il n'y a pas que des femmes comme ça en soi. Enfin bon, bref, il dit que c'est rare, certes, mais voilà. J'essaie pas de prendre sa défense, j'essaie juste de faire comprendre en quoi ça peut être moins pire que ça peut paraître, en tout cas. Et c'est l'outro, exactement, petit poulpe dissident qui se moque de moi avec mes phrases, merci. mais ouais, du coup, je suis désolé, je vais pas faire plus ce soir. Parce que je sens que je vais pas tenir 3 heures là. Et que on serait à peu près à la moitié du live si j'allais jusqu'au bout. Donc voilà, je vais m'arrêter ce soir, tant pis, ça fera un live un peu plus court que d'habitude. Et on terminera le livre deuxième mardi à 21h sans faute. Je suis vraiment fan de ces chapitres. Le livre deuxième, là, je le kiffe à l'infini. Je trouve ça génial et je trouve que, comme je le disais, on entre dans le roman vraiment, entre guillemets, on rentre vraiment dans le dur du sujet, dans l'histoire un peu plus. Et là, on rentre un peu plus en fait dans la fiction, tout simplement. Et pour le moment, la description de l'amour de Dea et de Gwynplaine, je trouve ça magnifique. Mais même l'amour d'Ursus, parce qu'en soi, il y a vraiment un groupe, il y a vraiment un cocon familial qui s'est créé. Et ouais, l'amour d'Ursus, d'Homo, de Gwynplaine et Dea, tout ça est rempli de beauté. C'est assez magnifique. Et j'aime trop Ursus. Enfin, le tempérament d'Ursus, je l'adore, quoi. Il dit pas forcément ce qu'il pense, mais il dit des choses pour faire penser. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. et j'aime bien cette tendresse qui transparaît dans ses mots. Enfin, tu sens qu'il les aime profondément, etc. Enfin, ouais. Il y a vraiment quelque chose de très joli. Et j'ai hâte que
C'est cruel ce que je veux dire. Mais j'ai hâte que tout ça soit gâché. Parce que bon, vous vous en doutez, c'est comme ça que fonctionne une histoire. Hein. Il y a une situation initiale qui vient se faire gâcher par des problèmes, et ainsi de suite. Donc ouais, j'ai hâte que cette magnifique situation, je suis pas contre le fait qu'on nous la décrise encore un petit peu, parce que c'est quand même super joli, en termes de style, en termes de poésie, c'est magnifique. Donc je suis pas contre encore quelques chapitres un petit peu doux, un petit peu mignons, et purs comme ça. Mais en même temps, je dois avouer que j'ai hâte de voir tout cela gâché avec des guillemets, pour voir justement comment ça va être gâché, pourquoi ça va être gâché, qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont se relever de ces épreuves, etc. etc. Ça m'intrigue vachement de les voir déchirer ou transpercer d'autres idées. Voilà quoi. Déjà là, même si c'est un tout petit truc, déjà là, les dernières phrases que j'ai lues, il y a quand même ce petit truc de Gwynplaine qui est en mode ah, il regarde les autres femmes quand même, parce que voilà, ça l'attire forcément, c'est entre guillemets naturel. Donc voilà, il y a quand même ce petit truc, et puis il y a d'autres choses comme ça, où on peut se dire que ça peut partir peut-être sur des problématiques futures. Par exemple, le fait que Gwynplaine ait cette culpabilité de se dire bah ouais, mais je suis laid, elle ne le sait pas, et c'est pour ça qu'elle est avec moi. Donc voilà, ça pareil, ça peut grossir, ça peut faire une histoire, quoi. Ça peut grossir intérieurement en Gwynplaine qui peut peut-être tout gâcher par là, entre guillemets. Donc ouais, il y a vraiment pas mal de choses possibles. Et j'ai assez hâte de voir la suite. Coucou Lilouchou, merci d'être passé sur le live. Malheureusement, comme je le disais, je vais m'interrompre tout de suite. Parce que je suis un petit peu cassé de la voix. Mais c'est gentil d'être passé en tout cas. Content de t'entendre, je vais écouter le début du coup. Ah bah ça fait plaisir Orenti. Écoute, si tu veux l'intégralité de la lecture de L'Homme qui rit de Victor Hugo, il y a déjà 6 épisodes disponibles dans la playlist. Et si on lisait L'Homme qui rit sur ma chaîne YouTube, que tu peux trouver directement sous la vidéo Twitch, enfin sous le live quoi. Il y a des liens, etc. dans des petits nuages. Ou avec la nouvelle version de Twitch, vous voyez que j'ai dû remplir un espèce de petit résumé, une espèce de petite bio entre guillemets de qui je suis avec le concernant Planétéo. Et à côté tous les liens comme ça. Ah, il n'y a pas le YouTube, super. Eh oui, Jumpy qui partage les RS. Ouais, j'ai pas considéré que YouTube était un réseau social. Du coup, pour la commande point d'exclamation RS, il n'y a que Discord, Twitter et Facebook. Oh, Orenti qui est abonné, merci beaucoup Orenti. Ça fait plaisir. Mais je vais peut-être faire du coup une commande YouTube. Faudrait peut-être que je fasse ça. Ou bien une commande rediff ou un truc comme ça, enfin bon bref. L'écoute aux portes, j'aime bien qu'il soulève que dans un autre contexte, il ne se serait pas aimé. J'aime bien et en même temps je trouve ça cruel. En fait je trouve ça cruel quelque part, parce que du coup... Mais là c'est encore d'autres débats, mais je trouve ça cruel parce que du coup c'est à se demander si on choisit l'amour. Enfin, si on choisit l'amour, c'est pas tant que ça que je veux dire, c'est à se demander si l'amour n'est pas juste conditionné, pas à des personnalités, etc., mais plus à des environnements, à des trucs comme ça, tu vois. Je trouve ça, en un sens, je trouve ça triste et cruel, et en même temps, je trouve ça bien trouvé de relever ça, mais. Jumpy, je me suis fait la réflexion avant qu'il ne le soulève, j'ai beaucoup aimé qu'il en parle aussi. Ouais, je vous comprends, je trouve ça aussi intéressant qu'il en parle, et en même temps, je trouve que ça soulève quelque chose d'assez atroce finalement, mais d'intéressant. Les relations humaines sont conditionnées, nous dit Zikael. Ouais, ouais, mais justement, c'est important de savoir. Enfin, c'est important. C'est intéressant de se demander à quel point ça l'est ou non, quoi. Et moi, je sais que c'est marrant parce que j'en parlais tout à l'heure en commentaire. Bah, c'était avec les couteaux portes d'ailleurs que j'en parlais. Et d'ailleurs, c'était en commentaire de l'émission précédente de l'homme qui rit. Mais c'est marrant parce que moi, je suis vraiment du genre à me poser ce genre de questions constamment. À me dire, est-ce que ma relation avec un tel est saine? Est-ce que cette personne cherche pas chez moi telle ou telle chose? Ou est-ce que je ne cherche pas en elle telle ou telle chose? Je sais pas, j'ai vachement le souci que, ouais, que la relation soit saine et qu'il n'y a pas de. Et qu'il n'y ait pas de.
lien de manque et d'addiction presque. Ce lien de il manque il manque quelque chose chez quelqu'un et ce quelqu'un cherche ce quelque chose dans l'autre. Parce que du coup, je trouve que, comme le disait Ursus à un moment, si je ne m'abuse, je crois que c'est Ursus qui relevait ça, bah, vivre dans l'autre, je trouve ça très dangereux personnellement. Enfin bon, bref. Avec un si beau sourire, c'est facile de tomber amoureux. C'est pour ça qu'il faut se déconditionner le plus possible. Ouais, j'avoue que moi je suis team déconditionnage au max, je pense. Jumpy, c'est un petit papy troll hyper réfléchi, tout mignon comme ça. Ouais, grave. Ouais, c'est exactement l'image que j'ai d'Ursus. Je le kiffe trop ce personnage. Ah, je viens de me râper le coude sur la... Ah, sur la coudière de mon... Sur la coudoir, voilà, la coudière. Sur la coudoir de mon siège. Mais ouais, je trouve ça très très cool. Bref, j'ai vraiment apprécié de fou, même si le live de ce soir était court, je m'en excuse encore une fois. Mais j'ai vraiment kiffé de ouf ce passage et j'ai hâte à l'infini de lire le livre deuxième. Je me répète, ça sera mardi à 21h. Sinon, pour cette fin de semaine, il reste dimanche à 15h un live de découverte de l'univers de League of Legends avec un épisode consacré au personnage de Twitch. Et il reste bien entendu demain à 21h un épisode de... Ça me rappelle une histoire. Thème fantastique. J'ai hâte et en même temps je stresse. Enfin bon bref. J'ai hâte d'être demain quand même mais je stresse. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. En tout cas merci à tous ceux qui sont passés. Vous êtes nombreux à être passés encore une fois. Et encore une fois ça me régale. Ça me fait super plaisir. Franchement l'ambiance que vous mettez dans le chat est superbement agréable. Donc merci à tous. Merci encore Petit Poulpe Dissident pour ton sub. Ça fait ultra plaisir. Et du coup, bah, merci à tous d'être passés en vrai. Hein. Orenti, Zikael, Petit Poulpe Dissident, Jumpy, Les Couteaux Portes. Je reprends tous les pseudos un à un. Dissident, Jumpy, Zactael aussi au début. Ouais, je crois que j'ai dit tout le monde. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait ultra plaisir. Vous commencez à être trop, je peux plus dire tous les pseudos comme avant. Enfin bon, bref. J'espère que ça vous aura plu également si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un like ou un dislike pour me signifier votre avis, voire un commentaire, que ce soit sur la lecture en elle-même ou sur le live dans son intégralité. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte. Bye bye!